Bonsoir à tous, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe au sommaire. Euro 2024, grâce à un Dani Olmo décisif, l'Espagne s'est imposée vendredi en quart de finale de l'Euro face à l'Allemagne, 2-1. Qui pour arrêter la roi? C'est la question que nous allons poser à nos spécialistes. Toujours Euro 2024, enfin des tirs au but qui sourient à l'équipe de France après avoir terminé en larmes contre l'Argentine en 2022 et contre la Suisse un an plus tôt. Cette génération tricolore a enfin trouvé la clé lors de la séance tant redoutée. Avec cette victoire, ont-ils repris leur manteau de favoris? Et puis, les Anglais ont encore tremblé mais sont bel et bien venus à bout de la Suisse ce samedi en quart de finale de l'Euro 2024 au tir au but, 5-3. Et pour finir, les demi-finales de l'Euro 2024 débutent avec la rencontre entre l'Espagne et la France mardi avant que les Pays-Bas n'affrontent l'Angleterre mercredi. Les deux vainqueurs se qualifieront pour la finale qui se déroulera à l'Olympia Stadium de Berlin le dimanche 14 juillet. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques instants, Tour d'Europe débute. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Comme d'habitude, nous allons commencer par le tour de la table. Amadou Mazo Diallo, bonsoir et bienvenue. Et bonsoir Hassan et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Toujours bien habillé? Ouais, en forme. La barbe très bien rasée. Ouais, c'est le respect. Et aujourd'hui, c'est l'Euro. On en parle dans l'Euro et dans cette émission Tour d'Europe. De l'autre côté du lait, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hassan, bonsoir à nos chers téléspectateurs. C'est la deuxième participation, je crois, ou la troisième? Non, la troisième. On compte très bien. C'est la troisième. On est mieux que nous. Ça ne s'oublie pas. Ça ne doit pas s'oublier également. Ouais. On immortalise tout ça avec les deux émissions Tour d'Europe et World Sport. Jean, bonsoir, bienvenue. Tu souris, je sais que tu es en forme, content. Bon, je n'ai pas dit pourquoi, mais je sais que tu es content. Content et à la fois et aussi inquiet un peu, mais content. Très très content. Bonsoir à tous et bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs. Tour d'Europe, c'est parti. On va commencer par l'Espagne. Il a presque fallu en passer par une séance de tir au but pour savoir qui de l'Espagne ou de l'Allemagne validait son billet pour les demi-finales de l'Euro 2024. Mais grâce à un but de Mikel Merino, inscrit à une minute de la fin de la prolongation, c'est bien Larroy qui a su tirer un extrémiste son épingle du jeu. Jamais dans l'histoire d'un Euro, une nation haute n'a perdu lors d'un quart de finale. Les Allemands sont les premiers à subir un tel verdict de but à 1. On attendait l'Allemagne très loin de cette compétition, Jean. Oui, l'Allemagne avait tout pour aller plus loin, pour aller au bout et pour peut-être même prendre la coupe. Mais l'Allemagne a affronté aussi une autre équipe qui a fait bonne figure pendant cette compétition. Les deux équipes, pour moi, sont les meilleures équipes de cette compétition jusque-là. Mais il fallait que quelqu'un sorte. Et l'Allemagne en a fait les frais et les Espagnols sont passés. Mais quel but, quelle délivrance! Ça montre en fait, en quelque sorte, que ça n'a pas été facile, que les deux équipes plus ou moins se valent et que je ne dirais pas que c'est par coup de chance, mais l'Espagne est passée, l'Allemagne aurait pu passer et ça aurait pu balancer d'un côté comme de l'autre. Et c'est l'Espagne, et c'est à la Roja que ça a souri. Tant mieux pour les Rojitos. Et disons, le pays hôte est sorti, ils n'ont pas démérité, mais c'est comme ça le football. C'est une chance ou pas pour vous, Amadou? Pas forcément une chance, hein. Ça peut être une logique parce que depuis le début... C'est logique, alors que la Roi était en reconstruction. L'Allemagne, c'est quand même des joueurs monstrueux dans le milieu de terrain, dans l'attaque et surtout la défense. Bon, ce qui reste clair quand même dans un cadre général, hein, les passionnés du football, tout le monde s'est régalé dans cette belle affiche. Voilà, c'est aussi important, on a quand même ressenti un peu la passion du football dans cette rencontre. On s'est beaucoup régalé, que ce soit en matière de possession de balles, spectacle, même s'il n'y a pas eu assez de buts, mais il faut reconnaître quand même ces deux formations nous ont livré une rencontre assez spectaculaire. Maintenant, la différence de ces deux formations, c'est une question de cohésion, c'est une question de football collectif, parce que cette formation espagnole déjà s'est rapidement adaptée à l'ADN de l'ancien système des Espagnols, c'est de conserver le ballon, faire courir l'adversaire, leur priver le ballon complètement, être efficace devant. Je pense que cette formation, même si elle est en phase de reconstruction, mais en matière d'individualité, elle a des énormes qualités. L'entraîneur a su rapidement connecter ces individualités et puis ils ont eu l'équipe dans la compétition.
Moi, je pense que c'était un peu différent du football de cette formation allemande qui partait très vite, qui voulait partir au niveau des relances. Il y avait une forte pression, on est le peu organisateur, on a envie vite de créer la différence. Et chose qui n'était pas aisée face à une équipe espagnole qui gardait sa sérénité, quelle qu'en soit la fougue de l'équipe adverse. Elle cherchait à temporiser le jeu. Il y avait toute précision dans le jeu espagnol par rapport aux Allemands. Et finalement, ils ont pu créer la différence. Ça peut être une équipe qui va aller jusqu'en finale pour qu'on ne pas remporter cette compétition. Mais attention à l'équipe de France qui m'impressionne. On en va en parler tout au long de cette émission. Je vais me tourner vers vous. Est-ce qu'on attendait l'Allemagne au-delà de ces quarts de finale-là? C'est sa Coupe d'Europe. Et aujourd'hui, ils sont éliminés par l'Espagne. On se dirait, l'Espagne et l'Allemagne, c'est quand même pas photo sur le papier. Ouais, évidemment, il n'y a pas photo sur le papier. Je dirais la même chose que mon frère Major vient de dire. Depuis que le nouvel entraîneur a repris l'équipe espagnole, on a vu qu'il a mis sa patte pour essayer d'éliminer les jeux entre les lignes qu'il faisait avant et tout ce qui s'en suit. Le passage, il a été monstrueux. Exactement. Il a su imposer sa patte vis-à-vis des individualités que l'Espagne regorge. Et je dirais félicitations à l'Espagne qui s'est qualifiée, mais l'Allemagne n'a pas démérité. Parce que si on revient sur le match, je dis bien si on revient, il y a un penalty qui devrait être sifflé pour l'Allemagne. Parce qu'il y a eu action de jeu dans la surface, il y a une main qui est là. La main n'est pas anodine. Mais après avoir vu l'action plusieurs fois, les spécialistes sont d'accord qu'il n'y a pas penalty sur cette action. Mais on aurait... un autre arbitre ou dans un autre contexte. Non, il n'y a pas pénalty parce qu'après la VAR a tourné autour de cette main du défenseur latéral espagnol. Il n'y avait pas faute carrément sur cette action. Bon, en fait, je suis sûr. Laisse-moi t'aider. Non, allez-y. Je suis sûr. On aurait été dans un autre contexte. Cette main aurait dû être sifflée. Mais sur vitesse réelle, on peut le dire, mais avec des ralentis. Avec la pression qui était, disons, sur l'arbitre et surtout l'équipe allemande qui joue à domicile. Il y avait pénalty. Pour moi, il y a pénalty jusqu'à preuve du contraire. Pour moi. Je félicite l'Espagne qui n'a pas démérité. Disons, l'Espagne a fait forte impression depuis le premier match. Donc on peut crier au scandale. Non, entre guillemets, l'Espagne, félicitations, mais l'Allemagne aurait dû passer. Voilà. Félicitations à l'Espagne. Ça peut être ça. Attention, il ne faut pas banaliser ce qu'il est en train de dire. Parce que quand on parle de la VAR, ce n'est pas la VAR qui décide. L'arbitre, il est là juste pour partir revoir les images de la VAR. Mais la dernière décision... Une petite question, c'est l'arbitre qui est la VAR ou bien c'est la VAR qui est l'arbitre? Bon, je pense, là, à ce niveau, c'est l'arbitre qui est la VAR parce que l'arbitre ne fait que regarder, mais la dernière décision... Voilà. Parce qu'il y a de ces actions qui peuvent quand même t'échapper, tu n'es pas une machine. Maintenant, quand on attire ton attention, tu vas partir envers la VAR pour revoir mieux l'action. Mais moi, je pense que ce sont des erreurs d'arbitrage, ça arrive, ça n'engage que nous. En fait, on n'est pas forcément d'accord avec vous. Oui, la semaine d'avant, on parlait d'une possibilité de but qui était en faveur de l'Autriche face à l'Allemagne, et on disait que les Allemands ont été plus ou moins favorisés. En fait, ce que j'ai à dire dans cette action-là, ça aurait pu être sifflé, par exemple, comme étant un penalty si c'était à un autre moment de la rencontre. Mais cela veut dire quoi? C'est-à-dire on était à la fin de la deuxième période de prolongation et l'arbitre ne pouvait pas, en tout cas, il n'a pas pu prendre une décision, en fait, entériner la victoire d'une équipe. Il n'a pas pu, mais il pouvait le prendre. Non. Il n'a pas pu le prendre, mais il pouvait quand même le prendre. Parce que, si c'était à un autre moment du match, quoi. Mais il n'a pas voulu que la décision de la rencontre, il n'a pas voulu que la décision de la rencontre soit sur un penalty qui plus ou moins pouvait être discutable. Maintenant, de l'autre côté, quand on a revu après, disons de façon reposée, on a vu que le ballon partait vers la main du joueur et non le contraire. Donc ça atténuait un peu le fait de dire que c'était penalty à 100%. Quoi qu'il en soit, parce que aussi le joueur ne faisait pas action pour aller vers le ballon. Maintenant, quoi qu'il en soit, il y a la VAR certes, mais c'est les hommes qui décident, c'est à l'arbitre central, s'il est bien évidemment signalé. Et ça aussi, ça pénalise pas trop une équipe. On a vu l'Allemagne se faire éliminer alors qu'ils pouvaient peut-être gagner en marquant ce but de pénalty là. Est-ce que la décision de l'arbitre aussi n'a pas trop pénalisé sur le jeu allemand? Sans hésiter, je dirais que le pénalty non sifflé pour l'Allemagne a coupé les jambes des joueurs. Franchement. Parce que pour moi, l'arbitre aurait dû, il aurait dû stopper le jeu pour aller voir exactement ce qui se passe. Parce que pour moi, jusqu'à preuve du contraire,
la main a bloqué le ballon. Et dans la surface, une main qui bloque un ballon, je pense que les règles, c'est là. Même s'il ne fait pas signe de jouer, il ne fait pas signe de jeu. Il contre une action de jeu. Parce que le ballon partait vers une direction bien déterminée. Voilà. Mais malheureusement, sa main était là. Tout le monde l'a vu, la main était décollée. Je sais, on va me dire, il ne peut pas couper sa main. Oui, c'est vrai. Mais si la main n'était pas là, qui sait où est-ce que le ballon allait aller? Donc, psychiquement, les Allemands, de là, moi je dirais personnellement, déjà, la pression. C'est un coup pour vous. Hein, oui, pour moi, la pression du public. Et le tournant du match. Pays organisateur, évidemment, c'est le tournant du match. Je ne suis pas d'accord. L'Allemagne était sur une position ascendante. Depuis leur égalisation, ils avaient pris. Il y a beaucoup d'occasions de passage. Depuis l'égalisation, le fait d'avoir un penalty supposé non sifflé ne peut pas freiner une équipe comme ça. Je ne vois pas ça comme ça. Maintenant, le but à la dernière minute a été perçu comme un coup de massue. S'il n'y avait pas ce but-là à la fin de la rencontre, on n'aurait pas parlé de ce penalty. Moi, j'imagine. Bien sûr. On n'aurait pas parlé. Allez-y, Amadou. Il n'est pas forcément d'accord aussi, Amadou. Vous savez, ça dépend. C'est quand on perd, on essaie de revoir. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais quand on gagne, voilà, on avance. Maintenant, c'est au niveau des émissions, dans les débats, on va ressortir parce que dans un match aussi, tout ne peut pas être rose. Forcément, côté public, côté arbitrage, on va revoir tout ça. Maintenant, dorénavant, dans la compétition, juste attirer l'attention des arbitres. Moi, je pense que ça arrive, hein, ça déstabilise quand on joue à un certain niveau, puis contre l'Espagne. Tu as un penalty, on ne t'accorde pas, et bien ça déséquilibre un peu cette formation. J'ai un autre angle. En fait, pour vous dire que quand on perd, on trouve toujours des explications. Si les Espagnols avaient perdu, ils allaient s'accentuer sur le supposé ou le potentiel carton rouge. Mais ça, c'est la logique. Mais ça, c'est la logique. Deux fautes énormes que l'arbitre a décidé d'ignorer. Les Espagnols auraient pu peut-être s'accentuer sur cela s'ils avaient perdu. Mais ça, c'est la logique du football. Normalement, et quand on revoit l'action, on s'est dit que c'était un carton rouge. Et moi j'imagine que si ce n'était pas dans les premières minutes de la rencontre, il aurait eu ce carton rouge. C'est comme en classe, on ne peut pas noter par exemple 20 sur 20. Toi, tu es à 20 sur 20, après tu ne vas pas te revendiquer. C'est comme ça. Si je peux me permettre, si je vois l'analyse de Dian comme étant l'arbitre a refusé de siffler une faute donnée en carton rouge. Oui. Voilà. Ok, il a sifflé la faute, il n'a pas voulu donner un carton rouge. Oui. Donc de l'autre côté, peut-être, selon toi, il a fait une réparation, psychiquement. Non, je ne vois pas ça comme ça. Je vois juste que l'action qui est arrivée en début de la rencontre, c'était à la 3e minute. Rarement les arbitres donnent des cartons rouges au début d'une rencontre. En tout cas, c'est qui reste clair. Maintenant, à la fin, ma compréhension, c'est quoi? C'est de dire qu'il n'est pas à 100% sûr que c'est un penalty. Et qu'il se réserve le droit de décider de l'issue d'une finale sur un penalty disputable. Et là, il ne siffle pas. Mais là, c'est pas normal, c'est un match. C'est pas normal. S'il y a penalty, normalement, l'arbitre devait siffler. La VAR, elle est installée pour ça. Allez-y. Justement, il n'est pas à 100% sûr que c'est un penalty. Non, il est devenu l'avocat même de l'arbitre. C'est un match à couper. Allez-y. Qui est battu directement à la maison. Donc il fallait mettre toutes les conditions. Exactement. Il fallait réunir toutes les conditions. Oui, c'est indéniable que les arbitres étaient sous pression aussi. Oui. Mais n'oublions pas que les textes, on ne peut pas les intervertir à ces moments de rencontre. C'est indéniable. En fait, moi, je ne suis pas d'accord. La main a bloqué le ballon. En quelque sorte, en fait, je ne suis pas d'accord aussi avec toutes les décisions. J'essaie d'expliquer. Tu comprends la position de l'arbitre. Comment ça se passe. J'essaie de comprendre la situation. Voilà. Et imaginons que ce penalty ait été sifflé, par exemple. Mais il doit comprendre la situation parce que c'est l'Espagne qui gagne. Les Espagnols allaient aussi crier à un scandale. Hein. Mais c'est ça. Par rapport au carton rouge non donné à Kroos au début. Moi, je pense que l'élimination est plus dure que ces deux cartons rouges-là. Non, s'il y avait carton rouge, on imagine que les Espagnols allaient gagner le match haut les mains. Non, rien n'est impossible dans un match de football. Oui, ils avaient marqué le premier but. C'est un match de football. À 11 contre 11. S'ils étaient à 10 contre 11. Où l'Allemagne a réussi à revenir, on n'oublie pas. Que ça allait être plus facile pour les Allemands. Moi, je pense que quel qu'en soit pays, ces genres d'actions vont attirer l'œil des spécialistes. Parce que même si l'Allemagne gagnait sur le score d'un but à 0, après là, les débats, on va dire, bon, le match a été difficile, ça a été un match compliqué pour l'Allemagne. Mais par ailleurs, d'autres vont voir d'autres angles. C'est parce que ils n'ont pas sifflé le penalty, sinon l'Allemagne aurait dû gagner même 2 buts à 0. Ils pouvaient faire mieux. Forcément, ça allait attirer l'attention des gens. Mais dans le football, ça arrivait. On a vu un certain moment. Voilà, on discute toujours. On a vu un certain moment lorsqu'il n'y avait pas de VAR, l'Angleterre
Et on les a éliminés en Coupe du Monde, si je ne me trompe pas, c'était face à l'Allemagne. Bien sûr, en finale. En finale, ils ont perdu. Il y a aussi la main de Thierry Henry contre l'Irlande en qualification. Juste une petite question rapidement pour vous, Julde. Est-ce que c'est décevant qu'on ne voit pas l'Allemagne devant? Extrêmement décevant. Déjà, pour le pays, la nation, ce que l'Allemagne représente côté UEFA et tout ce qui s'ensuit, je dirais que c'est une déception totale au niveau de l'Allemagne. Malgré tout, je dirais que c'est une très belle campagne. C'est la première fois depuis 2016 qu'ils sont en quart de finale d'une grande compétition. Et pour revenir au jeu, l'Espagne est devenue plus ou moins la bête noire des Allemands. Et depuis 2008, les Allemands n'ont jamais battu l'Espagne. Et la dernière confrontation, rappelez-vous, c'était 6-5 en faveur de l'Espagne. Oui. Donc, c'est vrai que dans ce match, c'était du 50-50 avant. Moi, je voyais un match du 50-50, mais ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Les Espagnols sont passés, mais footballistiquement, si, en tout cas, ils ne s'étaient pas affrontés en quart de finale, ils pouvaient espérer aller plus loin, les deux équipes, en tout cas, pourquoi pas aller en finale. Pourtant c'était mieux parti pour l'Allemagne. L'Espagne a pourtant subi un gros coup dur en perdant Pedri sur blessure dès la 8e minute de jeu. Est-ce que vous avez entendu parler de Pedri? Oui, Pedri, c'est quelque part le métronome du milieu de terrain. L'Espagne joue comme elle a joué en 2010 et en 2012, le double pivoté. Donc Rodri et le joueur du Paris Saint-Germain jouent derrière Pedri. Et Pedri a la liberté. Est-ce que vous avez des nouvelles de la blessure de Pedri? Oui, c'est qu'il va s'absenter un mois juste, et le premier match de la Liga sera un peu difficile face à Valence, mais il peut revenir. Il est d'ores et déjà annoncé forfait. L'Euro est terminé pour lui, mais il a décidé de lui-même de rester aux côtés de ses coéquipiers jusqu'en finale ou jusqu'à ce que l'Espagne soit éliminée. La sortie de Pedri a fait du bien à cette équipe d'Espagne parce que Dani Olmo est rentré pour marquer ce but-là. Il a été magnifique. Il a encore délivré la passe pour le dernier but de l'Espagne. Pour le dernier but de Merino, donc c'est ce qu'on dit, le mal pour un bien. La rentrée de Olmo qui, en ce moment, est un joueur confirmé. Il faut rappeler que lors du dernier Euro, il était un titulaire indiscutable, mais cette fois-ci, il remplace Pedri pour l'équilibre collectif, il faut le souligner. Mais il est rentré tout de suite, on a compris que c'est quelqu'un qui est habitué à jouer titulaire et il a pris les choses en main, leader d'attaque, buteur et passeur. Il est l'un des tout meilleurs joueurs de l'Espagne dans cet Euro, pourquoi pas l'un des meilleurs de la compétition. Très fin, technique, issu de la Masia, comme on connaît les joueurs du Barça. C'est la Masia qui est en train de reprendre les mains dans cette équipe. Bon, Olmo n'est plus à présenter. Il n'est plus à présenter depuis qu'il a rejoint la galaxie Red Bull. Il est là, il s'impose d'année en année. L'expérience engrangée au niveau de la Champions League et tout ce qui s'ensuit. Du coup, le Bayern est sur lui. Je ne sais pas comment ils feront pour l'arracher avec Red Bull. Il y a des rumeurs qui parlent aussi du Barça. Du Barça, mais je pense qu'il a plutôt le penchant côté allemand parce que voilà, il maîtrise beaucoup plus le championnat allemand, même s'il a été formé à la Masia. Olmo, on n'a rien à dire sur lui. C'est un excellent joueur qui tend encore, il n'a pas encore atteint la planitude de tout ce qu'il peut donner, mais dans les années à venir, on n'entendra parler de lui. C'est quand même costaud, hein? Pedri, Olmo et devant, on a Yamal et le jeune Williams. C'est exceptionnel, très compliqué de les arrêter. Alors, extraordinaire Williams. Vous le voyez où, Williams, la saison prochaine? L'Atlético, si je ne me trompe pas, ils ont dit celui qui mettra en gros chèque. Bienvenue. Autour de 50 millions d'euros. On parle d'une, je pense, 60 comme ça. 50, en tout cas, dans une fourchette de 50-60, quelque chose comme ça. Ça c'est la clause libératoire. Le Barça risque de se faire chipper Williams parce que quand on parle d'argent aujourd'hui, c'est compliqué pour le Barça. Ils ont abandonné une piste pour Williams, mais je pense qu'ils vont s'en mordre les doigts. La piste menant au joueur de Manchester City. Comment je peux l'appeler? Un attaquant? Non, pas un attaquant. Le milieu de City. Bernardo Silva. Ils ont abandonné la piste Silva pour Williams. Je pense que... Bon, c'est leur choix. Hein. S'ils arrivent à signer Williams, c'est un bon choix. Mais s'ils n'arrivent pas à signer Williams,
il passe à côté. Il passe à côté. D'abord, Bernardo, c'est 29 ans, et plus ou moins, il a Expérimenté, ouais, mais un joueur expérimenté, il a du au potentiel. Au milieu de terrain, j'imagine qu'il n'y a pas de place jusque-là, à moins que, parce qu'il va se discuter une place avec Gundogan, ça sera un peu plus compliqué. Au niveau des ailes, c'est impossible, on peut être sûr à ce niveau. Maintenant, Williams, très jeune, s'entend bien avec Yamal Pedri au niveau de l'équipe nationale, donc va s'impliquer. Que ce soit dans la pelouse ou en dehors, ils s'entendent très bien. Donc, pour moi, c'est la meilleure piste. Très jeune, il va continuer à grandir dans une équipe très jeune et progresser facilement. Pour moi, la piste Williams est la meilleure option pour le Barça. Pas aussi cher. 58 millions pour un bijou comme ça, il faut prendre. Pas cher si on a de l'argent. C'est la portée du Barça. Du Barça actuellement. C'est ça aussi le souci. Le président a confirmé que le club est à mesure de le payer. Donc, moi, je ne vois pas... Il y a les dessous, hein, c'est pas juste de payer, on va attendre de voir. Rapidement, dernière question pour vous, monsieur. On va commencer par Madou. Qui pourra arrêter l'Espagne? Bon, je pense bien la France. Parce que là, l'équipe de France est une équipe assez intéressante, même si bon nombre de personnes sont en train d'ignorer cette formation. Elle a débuté cette compétition dans des conditions difficiles. Et là, cette formation peut faire très mal parce que là, c'est comme s'ils vont tirer les leçons. Vous savez, l'équipe de France, ce n'est pas l'entraîneur qu'on voit, c'est l'encadrement, c'est le staff technique, la fédération. Ils ont de l'expertise en matière de football, je vous le dis aujourd'hui, parce que la force de cette formation, c'est d'étudier les adversaires et passer à l'essentiel. Quand tu vas à l'équipe de France jouer un match, et les erreurs qu'ils arrivent à commettre dans cette rencontre, la prochaine rencontre, tu vois l'équipe progresser, tu sens qu'il y a quelques touches. Maintenant, ce n'est pas facile de connaître quels sont les points faibles de cette formation. Parce que quand tu joues contre l'équipe de France, ce n'est même pas de pratiquer un beau football. Déjà, il n'y a pas de cohésion entre les joueurs. Chacun cherche à gérer à sa manière. Sur le banc de touche, on a un entraîneur qui a du vécu, qui est franchement expérimenté. Mais au fur et à mesure qu'il progresse dans la compétition, il essaie de limiter les dégâts tout en passant à l'essentiel. Parce que quand on n'est pas en super forme, on ne peut pas convaincre, on ne peut pas produire du beau football, on ne peut pas montrer à l'adversaire qu'on est capable de créer la différence. Quand on n'est pas en super forme, on cherche à faire un bloc qui est bas. Et au niveau de l'animation offensive, on cherche à passer à l'essentiel. Donc l'équipe de France, c'est comme ça. Moi, je me rappelle, lorsque la France avait remporté la Coupe du Monde, leur première prestation, même la presse française, tout le monde était pessimiste avec l'équipe de France. Il y avait tellement de critiques avec la génération de Pogba et tant d'autres. On rappelait même, on les comparait avec la génération de Zidane. Ce n'est pas les mêmes performances dans une compétition. Mais au fur et à mesure que cette équipe progressait, on a eu l'opportunité de découvrir des joueurs même dans l'équipe de France qui sont retrouvés dans la compétition. Donc l'Espagne actuellement, ils sont quand même dans un bon tempo, dans un bon registre. Jean l'a signalé, il a énuméré quelques joueurs qui ont des énormes individualités. Éliminer l'Allemagne dans une compétition, ça fait peur. Hein? Un club, une nation qui élimine l'Allemagne, c'est qu'il montre que cette formation a des signes précurseurs qui sont costauds pour remporter l'Euro. En tout cas, c'est un candidat sûr. Alors, Jean, qui pourra arrêter l'Espagne? Vous allez me surprendre, comme toujours. Oui, vous savez, moi, je suis plutôt rassuré face aux Allemands parce que depuis 2008, les Allemands n'ont jamais battu les Espagnols. Mais face à la France, je suis plus ou moins inquiet. Inquiet, pourquoi pas? Parce que la France est meilleure que l'Espagne, mais parce que la France est imprévisible, surtout dans cette compétition. Et puis c'est une confrontation de philosophie de jeu. Si l'Espagne prône le jeu offensif, on lâche les chevaux, on part à l'attaque, tout. Les Français misent sur la défense, misent sur un milieu de terrain très solide parce qu'ils ont des... Pour illustrer cela, ils ont trois récupérateurs, donc 3-6 au niveau du milieu de terrain. Donc N'Golo Kanté magnifique depuis le début de cette compétition. Qui ne veut pas vieillir. Hein. Oui, il ne s'arrête pas. La défense aussi est très solide. Qui a le moteur de 8 chevaux. C'est magnifique. Le gardien de but aussi est infranchissable. Mais encore une fois, l'insouciance, la jeunesse, la confiance engrangée par les Espagnols jusque-là, pour moi, peuvent faire l'affaire. Maintenant, c'est à voir. Chaque match a son histoire et c'est l'issue de la rencontre qui détermine tout cela. Mais l'Espagne est taillée pour battre les Français, surtout si elle marque dès le début de la rencontre. Qui pourra arrêter l'Espagne, Julie? Peut-être la France, je ne sais pas. Ou bien l'Espagne elle-même. Mais d'abord, je vais commencer à féliciter la France parce qu'ils ont pu d'abord régler un souci majeur qui les a toujours pénalisés. Et on va parler de la France dans quelques minutes.
La France, disons, hein, la France peut stopper l'Espagne. Je dis bien peu, c'est bien possible. Parce qu'ils ont une jeunesse, comme on l'a tous dit. Actuellement, ils sont tous jeunes, surtout le milieu de terrain. La défense, le milieu, rien à dire, tout est compact. Le souci qu'ils ont, c'est en attaque, parce qu'ils n'arrivent pas à marquer. D'où l'animation. Oui, d'où toute la presse française s'est soulevée ces derniers temps pour dire ouais, on se qualifie, mais il n'y a pas de fond de jeu, on ne marque pas tout le monde. Avant-hier, je pense, c'est avant-hier ou hier, il y a un défenseur, je pense que c'est Fofana. Fofana a dit bon, on est qualifié, on s'en fout des critiques. On s'en fout des critiques. L'essentiel qu'on se qualifie. Et je pense que la France peut stopper l'Espagne. Il a dit, Dembélé a dit la même chose, plus ou moins. En fait, ceux qui ne sont pas contents peuvent peut-être regarder nos sports ou supporter notre équipe. C'est ce qu'ils disent. C'est du Dembélé, hein, il a fait du Dembélé. Dembélé. Pour eux, l'essentiel, c'est la qualif, et puis peu importe la manière, ils veulent aller plus loin dans la compétition. Voilà pourquoi ils sont un peu... Mais encore une fois, ils ne sont pas performants jusque-là, mais ils peuvent l'être, ils peuvent revenir, parce que ce ne sont pas les ingrédients qui manquent. Il y a Mbappé, qui est l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Il y a Dembélé qui est insaisissable. Il y a Barcola. Ils ont suffisamment de joueurs qui peuvent faire la différence. Pour le moment, ça ne passe pas. Espérons que ça n'arrive pas face à l'Espagne. On s'arrête là pour l'Espagne-Allemagne. Dans quelques minutes, on va parler de la France et du Portugal juste après ce jingle. De retour sur ce plateau, au bout de la nuit les coéquipiers de Mike Maignan ont éliminé le Portugal en quart de finale de l'Euro ce vendredi 5 juillet. 0 but partout dans le match et 5 buts à 3 au tir au but. C'est le poteau sur lequel a échoué la frappe de João Félix qui a joué les sauveurs. De l'autre côté, les joueurs de Didier Deschamps ont à chaque fois trouvé le fond des filets alors que deux des tirs, Jules Koundé et Bradley Barcola n'avaient jamais tenté leur chance depuis le petit point blanc chez les professionnels. Avec sa tentative parfaitement placée qui a pris Diego Costa à contre-pied, Théo Hernandez a brisé une série noire longue de plus de 25 ans. Les Bleus n'avaient plus gagné une séance de tir au but dans un tournoi majeur Héros et Coupe du Monde depuis 1998. À l'époque, la bande à Zidane avait écarté l'Italie en quart de finale de son mondial. 0 but partout, 4-3 buts au tir au but en route vers sa première étoile. On peut dire que la France est revenue, Jean? La France est revenue de loin. Je crois qu'ils ont eux aussi, comme l'Espagne, hérité d'un gros morceau qui était le Portugal, qui pour moi détient le deuxième meilleur effectif de cet Euro. Mais ils se sont bien débrouillés. Ils ont poussé les Portugais à bout. Ils ont certes laissé le ballon, mais la menace était toujours là parce que tant qu'on maintient les flèches devant, les Mbappé, les Dembélé, les Barcola devant, il y a la menace qui est restée. Mais vous savez, les équipes qui vont loin sont des équipes qui sont préparées à toutes les situations. Et cette équipe de France, certes, ne marque pas beaucoup, mais elle est suffisamment solide pour aller au bout de toutes les rencontres. Aller au bout d'une rencontre, c'est de gérer les prolongations, mais aussi gérer les tirs au but. Et là, ils ont su bien faire cela face aux Portugais. C'est vrai que leur dernier tir au but, les deux derniers plutôt tirs au but n'ont pas réussi. Le dernier Euro et la dernière finale de la Coupe du Monde. Mais cette fois-ci, on a vu une équipe préparée. On a vu un gardien surtout parce que c'était la première fois qu'ils affrontaient aussi cette série sans Loris.
cette fois-ci, Maignan était là et il a fait le boulot. Les joueurs ont marqué et on sent une équipe préparée à affronter toutes les situations. Ça va être difficile pour la suite, mais on verra. Ça va être difficile pour vous, la France qui va jouer contre l'Espagne, bien sûr. J'ai commencé à le dire tout à l'heure. Félicitations à la France parce qu'ils ont réussi à rectifier un tir qui les fatiguait depuis longtemps. Ah, c'est quoi? C'est d'avoir un gardien de but spécialiste arrêt penalty. Et ce gardien, on l'a trouvé en la personne de Mike Maignan. Depuis Lille, si on voit la trajectoire de Maignan, à chaque fois on est dans les séries tirs au but, soit il arrête un tir au but ou bien deux. Mais en tout cas, il arrête. Parmi les 5, il arrête. Sur ce plan, avec Emiliano, il est l'un des sur ce plan, la France a réussi un coup de maître. De sortir Maignan où il est. Loris, disons, il a accepté de s'écarter, laisser la nouvelle génération venir. C'est une bonne chose, c'est quelque chose à saluer. De la France, du gardien de but, de la défense, du milieu. Extrêmement compact, solide, rien à dire. Le seul souci majeur, c'est l'attaque. Peut-être ils vont se réveiller, je ne sais pas. Mais jusque-là, on n'a rien à leur reprocher. Et ça, c'est à tous les postes. On met tous les joueurs individuellement. Elle est extrêmement compacte. Du gardien de but jusqu'au milieu. Rien à dire. Compact, solide. Donc, avec l'Espagne, ça va jouer sur un fil, sur un petit détail. Et malheur à la première équipe qui va encaisser le but. Alors Amadou, je me tourne vers vous. Avec cette performance, la France a-t-elle repris son manteau de favori dans cette compétition? Eh bien oui, la France a repris parce que moi je me dis l'équipe qui a arrêté cette formation portugaise, forcément il y a de la qualité. Il y a quelque chose à fouiller, il y a quelque chose à creuser parce qu'ils ont pas mal de potentialité. Si vous avez vu la rencontre entre le Portugal et cette formation turque, c'est la manière dont j'ai vu l'individualité. Au niveau de chaque poste, il y a de la qualité au milieu de terrain, au niveau des couloirs. Il y a des joueurs comme Silva, Cristiano Ronaldo, on n'en parle même pas. Donc après, vers la fin, je vois l'équipe de France se surpasser de cette formation. Forcément, il y a de la qualité. Je vous ai encore dit, je vais tergiverser là-dessus, l'équipe de France, ce n'est pas seulement Didier Deschamps qui est l'entraîneur. C'est la France complètement qui est en train de coacher cette formation. Il y a de l'expertise derrière l'équipe de France. Si vous avez très bien observé, en Europe, ils ont presque les meilleures écoles de football. En Europe, la France, ça forme très bien. Quand tu vois le championnat français, même si bon nombre de personnes est en train de critiquer le championnat, mais tu vois un joueur, il explose par exemple à Rennes, il part au Real de Madrid, il devient quand même l'inarrêtable. On a vu Karim Benzema avec Lyon, on a vu le joueur français Kamavinga, c'était la même chose. Donc les joueurs qui ont eu l'opportunité de passer par le championnat français, arriver dans les grands clubs rapidement, ils ont pu créer la différence. Donc moi je me dis, la France, ils ont des potentialités sur le plan administratif dans le domaine du football. Ce qui manque à beaucoup de nations. Quand tu vois la Serbie jouer, ils ont la volonté, ils savent jouer, mais derrière, sur le plan administratif, ils passent à côté. Aujourd'hui, le football moderne, il faut avoir des experts. Je prends l'exemple aujourd'hui sur le Sénégal. Au niveau du banc de touche de l'équipe de la Teranga, ce n'est pas Aliou Cissé qui gère. Il y a un entraîneur européen qui est à côté, il est vieux, il est âgé, c'est lui qui gère l'équipe du Sénégal. Donc tactiquement, ils savent déjouer les embuscades de l'équipe adverse. Aujourd'hui, ils ont compris une compétition qui passe à l'essentiel. Tu défends très bien, tu travailles au niveau de la lucidité, le reste, ce sont les détails. Tel a fait ça et ça, j'ai un milieu de terrain qui est capable de se débarrasser de 3 joueurs, Thiago Félix, non, ce n'est pas leur problème. Ils sont conscients que cette formation, l'équipe de France, individuellement, elle n'est pas tellement garnie par rapport à l'Espagne, par rapport à l'équipe portugaise. Donc, ils sont conscients de cela. L'entraîneur, il a misé en football collectif compact. Il va réduire les espaces. Parce qu'à force de laisser les espaces, travailler sur le plan individuel, il n'a pas assez d'arguments à placer. Donc, l'entraîneur a misé sur le plan collectif. Donc, c'est des nations qui sont très difficiles à battre. On attend de voir qui va arrêter l'équipe. La France se contente sur l'essentiel, selon vous. Pas de beaux jeux, mais il faut se qualifier. C'est une équipe minimaliste ou encore une équipe qui vise l'essentiel. Donc, ils ne s'exposent pas beaucoup. Et sachant que les attaquants ne sont pas à réussite, parce qu'il faut aussi prendre ça en compte. Si les attaquants ne sont pas à réussite, il faut d'abord bétonner très bien, ne pas prendre de but. À défaut d'en marquer, il faut éviter d'en prendre. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ça les a réussi depuis le début de l'Euro. Il faut rappeler qu'ils sont là, qu'ils sont pour le moment la seule équipe à aller en demi-finale d'une grande compétition sans avoir marqué dans le jeu. Donc, ça les a réussi jusque-là. Et pour le moment, c'est le bon plan. Parce que vous savez, la meilleure option est celle qui gagne. Et puisqu'ils gagnent, c'est la meilleure option pour le moment. Et
Et on va voir face à l'Espagne, c'est une confrontation d'idées et on va voir laquelle des idées va remporter. Maintenant, on va parler du Portugal. La fin d'une ère en Europe. Nous ne verrons plus Pepe et Ronaldo dans cette compétition. C'est quand même triste de ne pas les voir. Ces deux-là qui ont commencé ensemble, qui ont terminé ensemble dans cette équipe. Triste, hein. Très triste. Je dirais que c'est extrêmement triste de ne pas voir Pepe. Déjà, Pepe, tu le vois sur le terrain, tu es motivé. Tu n'as pas envie de jouer, tu vas jouer. Parce qu'il va te faire jouer lui-même. On se rappelle des classicos, hein, du Barça-Real. Pepe, Ronaldo, c'était des joueurs qui mettaient du piment dans ce classico. Mais aujourd'hui, voir Pepe en dehors du terrain, je dirais franchement que c'est une perte. Une perte footballistique, une perte pour la nouvelle génération. Je crois que c'est sa dernière compétition. C'est la dernière compétition d'Héros. Ah ok, en équipe nationale il arrête, mais en club il continue. Il continue. Mais on va... En équipe nationale, je ne crois pas qu'il ait arrêté définitivement. Hein. Il n'a pas, je n'ai pas vu une... Non, l'Héros, il ne joue plus l'Héros. Voilà. Le dernier Héros. Mais quelqu'un qui ne joue pas à l'Héros, est-ce qu'il va jouer la Coupe du Monde? C'est la Coupe du Monde qui vient dans 2 ans. Non, je ne pense pas qu'il sera là. je dirais que... Peut-être Ronaldo, mais voilà. pas lui. Même Ronaldo, c'est à peu près une ligne sur la touche comme Pepe. Mais c'est triste de voir ces joueurs comme ça arrêter. Oui, mais à 41 ans, on s'attendait aussi. Hein, évidemment. Mais c'est triste, il y a ce vide-là ici qui vont laisser parce que c'est pas tout le monde qui peut faire du Pepe. Non, ça il est indéniable. plutôt irremplaçable. Voilà. On est d'accord au niveau de la défense. Et pour les deux, je vais aller sur le premier. D'abord, Pepe. Son premier héros, c'est en 2008 parce qu'en 2004, il n'était pas là. Et je ne crois même pas qu'il ait été naturalisé à l'époque. Donc, son premier héros, c'est en 2008. Et il faut rappeler qu'ils ont ramené au Portugal son premier trophée majeur, l'Euro, et ensuite ils ont ramené la Ligue des Nations, les deux, et Ronaldo, son premier c'était au Portugal, donc à domicile en 2004, et ils ont perdu en finale face à la Grèce, pour ceux qui se souviennent, et il a continué, il est le recordman de participation à l'Euro, donc il a 7 participations, il est le meilleur buteur et le meilleur joueur de l'histoire de cette compétition. Non, moi c'est l'Europe qui perd carrément l'un de ses plus dignes représentants et footballistiquement en termes de l'Euro, mais encore une fois, ils n'ont pas raccroché, mais quoi qu'il en soit, c'est la fin qui s'approche. Moi, quand même, c'est Cristiano Ronaldo que j'apprécie beaucoup en matière de volonté, de courage, confiance en soi. Donc, il est quand même un exemplaire hein, en matière de foot. Ce sont des cours qu'on va donner aux enfants au niveau des centres de football parce qu'un joueur doit avoir un objectif. Voici Cristiano Ronaldo, c'est un joueur de défi. Il aime travailler, il travaille dur, il compte que sur ses potentialités physiques et puis il travaille, c'est extrêmement important. Voici, il a les aspects pour qu'un footballeur arrive à réussir. Quand tu es déterminé, c'est un joueur qui joue pour les trophées, c'est un joueur qui n'a pas peur des critiques. Voilà, il est là. Voilà, Cristiano Ronaldo, mentalement et psychologiquement, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde sur le plan mental. Parce que vous imaginez, après ces parcours un peu compliqués, il est parti dans cette formation de Manchester United, il a été ridiculisé. Malgré cela, voilà, il a gardé le moral haut. Après, il est parti en Arabie Saoudite. Il a su quand même avoir des trophées sur le plan collectif et individuel. Moi, je pense que il est bon. N'ayons pas peur de dire sur ce qu'on a vu, parce que pour juger aussi sur ce qu'on a vu, c'est le meilleur joueur. Mentalement, c'est quelqu'un qui a résisté et qui a résisté pratiquement à tout. Une minute, Michel, je pense que tu dois te rappeler du timing. Rapidement. Alors, la partie est partagée. Non, sérieusement, il faut juste se rappeler de l'époque du Real, par exemple, lorsque le Barça était pratiquement intouchable. Pendant les 4 ans, le fait d'avoir résisté, de continuer à croire en ses chances et de revenir, alors que Messi avait 4 ballons d'or, il n'avait qu'un seul, il est revenu à hauteur. Prendre 3, enchaîner, revenir à hauteur de Messi, ensuite repasser devant avant que Messi ne reprenne l'envolée pour être à ce niveau-là. Donc il y a tout ça, il y a son passage à Manchester United, son passage à la Juve aussi, qui était aussi... Qui a été mitigé aussi, la Juventus. Mais lui, à chaque fois, même si c'est difficile, il fait ses statistiques, il donne ce qu'il a donné, et puis va ça pour le reste. On peut se rappeler, lors du passage, par exemple, à la Juve, lors de la remontada contre l'Atlético. L'Atlético, un triplé magnifique. À lui seul, il a crucifié l'Atlético au match retour. Et à l'Atlético également, à Madrid, parce qu'ils ont perdu à Turin. Ils sont partis jouer à Madrid. Donc pour moi, Ronaldo, on peut ne pas l'aimer. On
peut ne pas aimer Ronaldo, mais Ronaldo, c'est une Il machine. a la volonté. Hein. C'est une machine. Moi, les joueurs de la Juve étaient même surpris de dire, en disant qu'il était toujours le premier à arriver et le dernier à quitter. À son âge. Ça continue, hein. Jusque-là, ça continue. Donc, c'est une machine qui s'arrête. ouais, lui, sa force, il ne triche pas. Il ne triche pas. Le gars, il continue à travailler. C'est un joueur de fille. Intrinsèquement, en termes de talent, ce n'est pas peut-être le plus talentueux. Ouais, mais en matière Mais de. il a pris conscience de cela. Il sait que pour se maintenir, il faut travailler. Mais il est aussi décisif, hein, c'est la force de Ronaldo, c'est le tir de match. Parce que moi, là où au début, j'étais un fervent supporter de Cristiano Ronaldo, lorsqu'il était avec Manchester United, avec son numéro 7. Mais en ce moment, voilà, on jouait le football, c'était une référence. Quand il a le ballon, pour moi, en matière de spectacle, c'est qu'il m'a montré avec Man United au début. J'ai pas vu ça ailleurs. Il était inarrêtable. Il s'est adapté. En ce moment, il était jeune et puis c'est la folie. Il a mûri avec les années, il a dû s'adapter afin de changer exactement ses propres qualités. Ouais. Mais en matière sur le plan technique quand même, ce qu'il nous a montré avec Man United, c'est fou. Non, c'est lui qui joue comme ça rarement et fait des statistiques. Lui, monsieur, il a visé les statistiques. On peut se dire, hein, dans quelques 2 ans ou 3 ans, dans quelques années, on va perdre les 2 meilleurs joueurs de l'histoire du football. C'est triste quand même hein, de perdre Lionel Messi et Ronaldo. Mais on en aura plus. Hein. Plus que parce que attention parce que je pense pas que le monde soit prêt à fabriquer un nouveau Messi ou un nouveau Ronaldo. Mais imaginez au début d'avoir à un certain moment au Brésil, auparavant avec l'équipe de France, on te parlait avec Michel Platini. Après Michel Platini, c'est qu'il nous avait donné dans les années 88, 90, et avec cette formation camerounaise en 90, lorsqu'ils ont joué la Coupe du Monde, ils ont pu battre l'Argentine de Diego Armando Maradona, aucun joueur, Amadou, n'a régné plus de 10 ans. Mais regarde, après ça, au Cameroun, on voit un Samuel Eto'o. Non, en termes de longévité, il part petit de la Liga. Mais c'est possible. Mais regardez au Paris Saint-Germain. Oui, je n'en disconviens pas. Mais Ronaldinho, à un certain moment, c'est qu'il avait donné avec cette formation brésilienne en matière de spectacle et technique. Mais aujourd'hui, quand tu vas à Vinicius jouer, c'est fou. En termes de spectacle, par exemple, peut-être on pourra avoir. En termes de talent, peut-être qu'on pourra avoir. Mais associer spectacle, talent, statistique, longévité, 15 ans. Diego Armando Maradona. On va revenir sur le Portugal. On va commencer par vous, Amadou. C'est du gâchis hein, de voir le Portugal s'arrêter là. Bon, c'est pas du gâchis. Ils sont en train selon moi, ils sont en train de bâtir une équipe sans Ronaldo, une équipe sans Pépé. Il y a une nouvelle génération, il y a de la folie parce que vers ce côté gauche, il y a un joueur dont j'ignore son nom, Leao. Voilà, c'est des joueurs qu'on peut compter au niveau du milieu de terrain aussi. Il y a de la qualité. Vous savez, préparer une équipe, c'est très très compliqué. Il faut rencontrer des échecs, il faut tirer les leçons. Moi, je me dis peut-être la Coupe du Monde à venir, je vois cette formation remporter une Coupe du Monde. Mais est-ce que ça va être sans Ronaldo? C'est ça aussi, les supporters de Cristiano Ronaldo vont forcément peut-être se lamenter. Mais cette formation, ils sont en train de bâtir une équipe. Peut-être dans 1 année ou 2 ans, cette formation va être inarrêtable. Ils ont rencontré l'équipe de France. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit. L'équipe de France, ce n'est pas l'entraîneur qui gère. Mais c'est toute une administration. Il y a des gens de Clairefontaine, il y a des cadres de football, Didier Deschamps, ils les consultent, ils travaillent sur le plan tactique. On a vu, lorsque la France avait joué contre l'Italie, pendant la finale, les Italiens avaient étudié les Français, ils avaient vu la meilleure solution, il faut énerver Zidane. Pas de solution. Sur le plan tactique, ils sont meilleurs. Justement, est-ce que le Portugal sera là en 2026, on le sait, mais est-ce que Ronaldo ne doit pas mettre en tête à partir de maintenant, même s'il va être là en 2026, qu'il doit être remplaçant, qu'il ne doit pas jouer titulaire dans cette équipe? D'abord, cet héros-là, pour moi, c'est un échec. Je rappelais tout de suite, pour moi, c'est le deuxième meilleur effectif de cette compétition. Et ce qui les a causé du tort, et il faut l'assumer, c'est la gestion de Ronaldo. Et, il ne devait pas être titulaire. Oui, peut-être titulaire, mais pas 120 minutes, par exemple. C'était trop, il fallait... En fait, la différence peut-être, c'est qui freine le Portugal. Ce qui est arrivé en Croatie, titularisé peut-être Modric n'était pas... Oui, en fait, il faut savoir gérer quand on atteint un certain âge, il faut savoir se gérer, il faut savoir gérer ceux qui... en tout cas, l'entraîneur doit pouvoir gérer cela. Et s'ils avaient mieux géré le cas Ronaldo, ils auraient pu aller plus loin. Parce qu'il y a un vivier, il y a des talents, il y a des joueurs confirmés. Et ils auraient pu faire quelque chose, même sans Ronaldo. Mais c'est un leader psychologique qui peut être là et qui
qui pourrait faire quelque chose. Mais pour la Coupe du Monde, il faudra réfléchir à 2 fois avant de décider de l'envoyer. Parce que Ronaldo n'est pas un joueur qui se contentera du banc, qui se contentera de quelques matchs. Et pourtant, Ronaldo, c'est la première fois qu'il termine une compétition sans mettre un but. Sans mettre un but. Ça doit se dire, attention, je ne peux plus, j'ai plus les jambes de 19 ans, le banc est mieux. C'est à lui de se dire, ok, j'ai 39 ans, il faut que je diminue les ambitions, il faudrait que j'accepte de jouer peut-être un second rôle. Ouais. C'est à lui. Mais tant qu'il ne décide pas de le faire, ça ne marchera pas. C'est le même cas que son grand rival Messi, qui n'accepte pas le banc et qui lui aussi n'a jamais joué une compétition sans mettre un but. Et cette fois-ci, il ne met pas de but, il ne participe pas aussi. C'est compliqué pour les deux. Jusque-là, il ne participe pas, donc c'est compliqué pour les deux. Le poids de l'âge est là. On peut tout dire, mais le poids de l'âge, il est là. Mais ce qui concerne, si on revient sur le Portugal, personnellement, je ne me fais pas trop de soucis pour eux. Comme il a su bien le dire, il y a les viviers ici. Parce que si on regarde le Portugal en dessous de l'équipe nationale, les catégories inférieures, c'est un pays qui ne fait que fournir de nouvelles générations. Ouais. Rarement, je pense, on peut les comparer avec l'Espagne, l'Italie aussi, côté inférieur, ils sont meilleurs. Mais une fois on arrive en A, c'est pas ce qui se passe, mais ils se bloquent. Mais le Portugal, c'est vrai, ils sont tombés les armes en main, parce qu'ils ont été éliminés au tir au but. Donc les armes en main, exactement, ils auraient pu battre la France. Mais pour l'avenir, je ne me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Mais la gestion la gestion du cas Ronaldo, ouais. Je pense peut-être il est le seul responsable et peut-être il va être décidé de dire ouais, je vais lui donner la chance comme ce qu'a fait Ibrahimovic avec la Suède. S'il peut avoir l'intelligence de s'écarter un peu, peut-être on va voir quelques joueurs, 2 ou 3, 4 joueurs émerger, notamment les Diogo Jota, oui. Les Diogo Jota, les Conceição et les Leao, ils en ont suffisamment de vivier. La seule différence que je peux trouver, et peut-être que je ne serai pas objectif, entre Ronaldo avec le Portugal et Messi avec l'Argentine, c'est que Messi a su se faire accepter par cette génération. C'est-à-dire, cette génération a accepté le fait que Messi soit le leader, Messi soit celui qui... Et cela aussi, c'est la faute de Ronaldo. Et maintenant, de l'autre côté... Est-ce que c'est la faute de Ronaldo, ça? En tout cas, les joueurs... Le feeling n'est pas là avec les autres joueurs trop. Qui n'entérinent pas le fait qu'il soit le leader technique et qu'il puisse faire tout ce qu'il veut. Et ça, peut-être qu'il aurait pu agir différemment, qu'il aurait pu gérer peut-être différemment, mais ce ne sont pas aussi 2 joueurs qui jouent de la même manière. Ronaldo est quelqu'un qui attend qu'on lui donne et Messi est capable de faire jouer les autres. Et peut-être que c'est la différence. Mais attention, Cristiano Ronaldo, des fois, au niveau des côtés, ça dépend de l'emplacement. Quand tu places Cristiano... des fois, ce n'est pas les caractéristiques avec lesquelles on connaît Ronaldo. Attention, ça dépend du profil là où l'entraîneur lui a placé. Parce que quand on est attaquant de pointe, on n'est pas obligé de prendre le ballon dribbler pour moi. Ronaldo n'est pas un régulateur de jeu, on est d'accord. Non, Ronaldo, écoute-moi très bien, il y a les attaquants différents, les profils différents. Ronaldo, quand tu lui places en tant qu'attaquant de pointe, son rôle, il attend le ballon, il dépose. C'est ça le rôle d'un attaquant de pointe. Maintenant, quand tu vois les milieux de terrain, ça ne marche pas comme avec Serhou Guirassy, c'est qu'il est en train de galérer avec l'équipe nationale. Quand il voit que le milieu ne marche pas, tu viens, tu apportes quelques touches. Maintenant, ça dépend. Mais quand tu es faux attaquant, tu es obligé de prendre le ballon, aller, et Cristiano Ronaldo a ses atouts. Je crois que tu n'as pas compris. Messi, par exemple, dans leur classement en Argentine, il est le 2e attaquant. C'est-à-dire qu'il joue avec soit Lautaro ou l'autre. Mais tu sais, mais attention, il a la liberté. Mais Ronaldo a été longtemps 2e attaquant. Ronaldo a été longtemps 2e attaquant derrière Gomez, on se rappelle. Ronaldo avec le Portugal. On va se comprendre bien. On sait comment ça se passe. Quel que soit le poste. En fait, ces 2 joueurs-là, quand tu les mets dans ton équipe, c'est 10 joueurs plus un joueur. C'est-à-dire le plus là, le joueur là, il fait tout ce qui est important pour l'équipe. C'est comme ça que ça fonctionne. Allez-y, on va aller avec lui rapidement. Allez-y. Je reviens par rapport à ce que Major dit. Ronaldo, on peut lui reprocher, parce qu'il est passé dans beaucoup de clubs, on le sait, du fait de descendre, récupérer le ballon pour aider les autres. Là, sur ce côté, je dirais, il n'a pas une satisfaction totale. Ce n'est pas sa faute. Allons-y, on va laisser parler. Une satisfaction totale. Comme il a dit, si par exemple, on le décale d'un côté ouvert d'un autre côté, là, il descend parce qu'il est obligé de bloquer le latéral. Là. Mais s'il est attaquant de pointe, il ne bouge pas dans Jota. Il ne vient pas aider les milieux.
On l'a vu, Je pèse. vous donne un exemple. J'attire votre attention. Après l'émission, il faut partir voir les vidéos de Cristiano Ronaldo. Non, on va laisser aller. Vous avez fini, on va laisser aller. Que ce soit avec le Real de Madrid, avec son équipe, quand tu vois le départ, c'est lui qui organise. Quand il a le ballon, il vient, il prend le ballon au milieu de terrain, il projette vers les côtés, après il accélère, il attend, il dépose. Les 70% des buts de Cristiano Ronaldo, il intercepte le ballon au milieu. Je connais. Quand il intercepte le ballon, il organise très bien, il lance au niveau des couloirs, après il se projette, il court, il attend le ballon, il accompagne. Ronaldo doit tout le temps accompagner ses actions. Le but, ne voit pas le but, mais il faut voir le départ. Cristiano Ronaldo a participé au niveau des buts. La plupart, quand il a le ballon, il donne à Marcelo, il fixe, il attend, il dépose. C'est un garçon, il a les qualités. Messi et Ronaldo, ils ont presque toutes les qualités. Maintenant, la différence, c'est où? La différence entre eux, sur le plan technique, ils n'ont pas le même style de jeu. Cristiano Ronaldo, quand il a le ballon, il se débarrasse. Quand il y a assez d'espace, il met le ballon et court. Et Messi n'a pas ça. Messi, il ne court pas, il laisse le ballon devant. Il met le ballon au niveau de ses pieds, il avance avec le ballon. Ça, c'est des joueurs qui sont compris. On va s'arrêter là pour le Portugal-France. On va parler de l'Angleterre dans quelques secondes, juste après cette transition. De retour sur ce plateau miraculé contre la Slovaquie en 8e finale, victorieuse alors en prolongation après une égalisation de Bellingham dans le temps additionnel de but en 1. L'Angleterre a encore pu sentir le vent du boulet et ce samedi en quart de finale d'Euro 2024 qualifié pour le dernier carré du tournoi aux dépens d'une vaillante sélection de Suisse. Passé de longues minutes insipides dans un match qui aura trouvé de grandes similitudes avec le quart entre la France et le Portugal la veille, la Nati a eu le mérite de trouver la faille en premier à l'amorce du dernier quart d'heure sur un tacle bien senti d'Embalo à la 75e minute. Un avantage de courte durée, et cependant, puisque les trois Lions ont surrevenu au score dans la foulée grâce à Saka. On peut dire, Jean, que l'Angleterre s'est sortie d'une mauvaise, on peut le dire comme ça. Oui, d'une mauvaise passe. C'était vraiment mal engagé. Mais encore une fois, l'Angleterre est une déception qui continue à avancer. C'est-à-dire, c'est une équipe qui devrait fournir le meilleur jeu, qui devrait être jusque-là la meilleure équipe de ce tournoi parce que c'est le meilleur effectif. Mais malheureusement, ça ne joue pas bien, mais ça gagne. Qu'est-ce qu'on peut? Et donc, ils ont eu des difficultés face à une équipe suisse
qui est devenu, qui petit à petit devient une Un grande équipe ballon qui est d'Europe. monstrueux dans ce match. Ils étaient obligés de ressortir toutes leurs forces pour pouvoir venir à bout de cette équipe en revenant au score et ensuite en allant jusqu'au tir au but et en prenant l'avance à ce niveau. Mais encore une fois, cette équipe anglaise n'a pas montré la plénitude de toutes ses capacités. Mais puisque ça gagne, on ne peut pas dire grand-chose. La pire décision ou la décision qui, moi, me met le plus mal à l'aise, c'est le fait de voir Saka jouer latéral, qui est l'un des tout meilleurs attaquants d'Angleterre, jouer latéral alors qu'il a d'excellents latéraux au niveau du banc, d'excellents attaquants au niveau du banc. Et bon, ça gagne, on ne peut rien dire. Quand un entraîneur gagne, il faut lui laisser faire son travail. Et ce Saka-là qui va sauver l'Angleterre d'une merveilleuse frappe enroulée. Le Gunners a sauvé les Siens. Un but partout à la 80e minute, comme contre la Slovaquie. Ouais, on peut dire, je vais reprendre ce que Jean a dit. Hein. L'Angleterre gagne, on ne peut rien dire. Mais pour moi, ils n'ont pas la chance d'abord d'avoir le bon sélectionneur. Parce que pour moi, Southgate, je pose question, avoir les Saka, les mettre comme latéral et tout ce qui s'ensuit. Je me demande qu'est-ce qu'il fait de l'effectif qu'il a. Parce qu'il a au sein de cet effectif des vrais joueurs. Il en a du beurre avec lui. Mais est-ce qu'il sait les utiliser? Est-ce qu'il sait les mettre là où il faut? Là, il faut se poser la question. Parce que ça fait longtemps qu'il est resté avec cette équipe. Ce manque de beau jeu, vous l'imputez carrément. Moi, personnellement, je ne pense pas que Southgate soit la bonne personne pour l'Angleterre. Et s'il avait tiré les leçons, parce que l'Angleterre jouait très bien, il fut des années avec les Lampard et tout ce qui est là, je ne s'en gagnait jamais. Mais là, depuis qu'il est là, on peut dire qu'il y a une finale de l'Euro, il y a une demi-finale de Coupe du Monde, etc. etc. Et s'il avait compris que le jeu ne fait pas toujours l'affaire et qu'il faut se contenter peut-être du minimum, le plus important, c'est de gagner un titre. Pour le moment, ils sont en course. Et voilà pourquoi moi je me dis, avant ça jouait très bien. Au début, lorsqu'il était venu, ça jouait très bien. S'il a peut-être changé de format, de stratégie, est-ce que ce n'est pas sa nouvelle stratégie? C'est ce qu'on peut se poser. Et il a raison ou il a tort. C'est la fin de cette compétition qui peut nous le prouver. L'avenir nous dira, l'avenir va nous départager. Mais pour moi, je suis sûr et certain qu'une fois nous tournerons la page Southgate avec l'Angleterre, mais la décision leur revient. Ils sont seuls responsables. Je suis sûr avec notre sélectionneur, il mettra les joueurs et on verra un jeu extraordinaire, limpide, fluide et tout ce qui s'ensuit, avec ces joueurs de qualité qu'il a. Alors, Amadou, l'Angleterre, cette fois encore, passe entre les gouttes, hein, on peut le dire comme ça. Très compliqué contre la Suisse, mais qui passe quand même. Ouais, à vue de ce qu'on est en train de voir comparativement aux années antérieures, ils ont quand même relooké maintenant leur football. Parce que là, ils sont en train de passer à l'essentiel. D'habitude, l'Angleterre, c'est la folie, c'est la fougue, ça part très vite, ça joue rapidement au football. Mais au niveau des phases de finition, ça ne marchait pas. Là, il n'y avait pas un fond de jeu, il n'y avait pas un schéma tactique. On jouait comme le championnat. Quand on a le ballon, c'est l'Angleterre, on se projette vite, on joue sans calculer. Cette fois-ci, on est en train de voir une équipe calme, une équipe sereine qui est en train de créer la différence. Mais qui peine dans le jeu, Amadou. Qui peine beaucoup dans le jeu, qui n'arrive pas à être flamboyant comme on a envie de voir. Qui peine beaucoup dans le jeu. Peut-être, je peux rejoindre Jules sous un autre angle. Ça dépend aussi de l'entraîneur. Si l'entraîneur n'arrive pas à mettre la bonne philosophie de jeu, passer les joueurs là où ils peuvent quand même s'en sortir, ça va être un peu compliqué. Ils pouvaient quand même gagner, en même temps produire de beau football. C'est quand même costaud, Amadou. Voilà. On a Las Palmer, Bellingham, Saka, Tony, Alexander-Arnold, on a Harry Kane. Il n'y a que des grands noms dans cette équipe. Vous savez, c'est très compliqué. Quand on n'a pas, il faut être comme Carlo Ancelotti, des entraîneurs de qualité. Ce n'est pas pour tout le monde d'avoir des joueurs de très bonne qualité, des joueurs à cette envergure et leur gérer au niveau des vestiaires, même au niveau du classement, ça te perturbe des fois. C'est comme ce qu'on est en train de traverser en Guinée, même si d'autres personnes sont là à dire qu'on n'a pas de joueurs. Quand l'entraîneur n'a pas un bon niveau, l'équipe va le dépasser. Quand l'équipe le dépasse, voilà, il va placer ses joueurs n'importe comment. Ils vont tenter leur chance quand ils arrivent à le réussir. Et puis voilà, ils vont quand même créer la différence. C'est lorsque je vais voir l'Angleterre en finale, je peux dire que peut-être l'entraîneur, là, il est venu avec un système de jeu et puis il a reçu. Le plus important chez un entraîneur, c'est de franchir les caps. Mais encore, l'essentiel, c'est quoi? C'est de remporter les trophées ou les médailles. Peuvent-ils faire mieux, Jules, dans cette compétition, l'Angleterre, même si on va parler de ces demi-finales dans quelques minutes? S'ils ont toujours la chance qu'ils continuent à tourner de leur côté, disons-le, parce qu'avec la Nati, ça a été compliqué, je dirais que oui.
Mais je reste toujours sur ma faim encore avec l'Angleterre. Parce qu'il a la crème des crèmes dans son effectif. Mais je ne sais pas, peut-être quelqu'un va lui souffler ou bien il va se rendre compte. Je suis sûr, en demi-finale, c'est possible qu'il change quelque chose. Parce que là, on est directement à un match près de la finale. Je pense qu'il va changer. Pour le moment, c'est une déception. Oui, pour le moment, c'est une déception, mais je mettrai l'Angleterre dans le cas de la France. Pour moi, ce n'est pas qu'il n'a pas de fond de jeu, qu'il n'a pas de vision, tout. Pour moi, c'est une stratégie. Et seule la fin pourra nous le déterminer. C'est une stratégie. Il a tellement de bons joueurs que ça ne peut pas jouer comme ça si ce n'est pas lui qui le décide. On va parler maintenant de la Suisse. La Suisse, elle, continue son ascension et apprend à chaque compétition. Il y a 3 ans de cela, la Suisse a su se maintenir en quart de finale et aujourd'hui, ils reviennent en quart de finale, même s'ils sont éliminés. On peut dire qu'ils sont en train d'apprendre de compétition en compétition. Oui, c'est une équipe qui, normalement, est dans le carré des 8 meilleures équipes du continent européen, 2 fois quart de finaliste de cette compétition. Donc, c'est une équipe qui se maintient. Et c'est ce qu'on peut appeler peut-être les nations émergentes du football en Europe. Et elle n'a pas froid aux yeux, ça joue très bien au football, ne regarde pas l'adversaire. Et on lâche les chevaux, on part à l'attaque, on marque, si on en prend, c'est pas grave, on essaie de marquer plus que l'adversaire. Mais c'est une équipe suisse aussi très bien organisée, je crois qu'il y a une très bonne structure. Il naturalise certains joueurs africains. Comme Mbalo, qui est magnifique. Ndoye aussi, il y a aussi le défenseur espagnol, Hernandez, d'origine espagnole. Et il y en a suffisamment, mais ils choisissent des postes dans lesquels ils n'ont pas suffisamment de joueurs. Ils naturalisent et pour le moment, ça donne un excellent résultat. C'est vrai que ce n'est pas encore une équipe bâtie pour aller au bout d'une compétition, mais c'est toujours possible, ça peut arriver. On a vu la Grèce, peut-être qu'un jour ça peut arriver à la Suisse. C'est une fois, tu le sens à la Grèce. Comme ça. Après, on n'a plus vu la Grèce. Ouais, après, on n'a plus vu la Grèce. Ouais. Ah oui, mais cela reste indéniable. Oui, est-ce que cette équipe peut faire mal dans les années à venir? Non, la Suisse. Oui, la Suisse, ça va être compliqué. Vous savez, ce sont des nations qui n'arrivent pas souvent la chance d'avoir des joueurs de qualité. C'est l'équipe de Shaqiri, non? C'est la nation de Shaqiri, oui, c'est la nation de Shaqiri. Voilà, c'était lui la star de cette formation. C'est lui qui prenait les ballons, parti créer la différence. Vous savez, ce sont des mais ça se maintient, cette équipe. Ça se maintient, oui. Ça se maintient. Vous savez, c'est comme le championnat. Il y a ce qu'on appelle les animateurs du championnat. Ils ne sont pas champions, ils ne sont pas en bas du tableau, mais pour leur battre, ils sont là. Ils sont là. Ce sont des nations qui donnent du spectacle à l'Héros. Il ne pas attendre avec la Suisse. Voilà. Mais c'est ça. La Suisse, moi, je ne retiens pas. C'est une effectif qui peut faire très mal. Très mal. Chaque année, on les a vus. La Suisse, avec Shaqiri, ça joue très bien. Ça fatigue. C'est comme des pays comme Norvège, avec Tchèque. Voilà, ce sont des nations qui, à chaque compétition, quand tu vois les pays la jouer, tu te dis, bon, l'année à venir, c'est cette nation qui va remporter la compétition. C'est comme la Guinée. Quand tu vois la Guinée jouer une CAN avec une très belle génération, tu te dis l'année à venir, cette nation peut remporter la CAN. Tu vérifies l'année à venir, ils ne vont même pas se qualifier. Mais la Suisse a su se maintenir 3 ans, mais c'est quand même quelque chose à ne pas minimiser. C'est une équipe qui est en train de monter en puissance. On ne peut pas minimiser cela parce que pour moi, c'est une équipe qui est bâtie sur une colonne vertébrale extrêmement solide. On commence dans les buts avec Jan Sommer. Gardien très extraordinaire, confirmé, tranquille, zen dans les goals. On prend la défense à Kanji. Rien à dire, Hernandez. Le milieu de terrain, Xhaka, l'ex-Gunners. Et pour terminer, devant, Shaqiri qui met tout le monde dans le même bain. Ou Mbolo. Mbolo qui est magnifique. Ndoye, sans oublier Ndoye. Donc la Suisse a su lutter avec ses propres armes. En étant compact, l'effectif est extra. Solide, compact, et en maintenant toujours cette colonne vertébrale, parce que c'est ça leur ADN de jeu chez eux. Oui, en fait, à la différence, on parle de l'Euro, mais ils sont mondialistes depuis carrément 2010. Ils n'ont raté aucune Coupe du Monde. Donc, mais je pense que c'est une équipe qui se maintient, qui assume et qui assure son rang. Et c'est vrai que ce n'est pas pour le moment bâti pour prendre une grande compétition. Mais pourquoi pas? L'Euro en Coupe du Monde, ça peut être plus difficile, mais à l'Euro, c'est possible. Je vais un peu revenir. Je vais un peu revenir en Afrique. Quand tu prends le Mali, la Guinée, ces deux nations, quand tu les vois dans une compétition, c'est comme s'ils sont partis prendre la CAN.
Mais arriver au fur et à mesure que la compétition progresse, c'est le rendez-vous des grands. Les grands, c'est quoi? C'est l'essentiel. Ils font l'essentiel. Arriver à un certain niveau de la compétition, tu n'as pas besoin de faire un beau football. Tu n'as pas besoin de montrer à tout le monde que tu es capable de produire un football. Vous savez, au niveau des phases de poule, tu peux perdre un match. Maintenant, à la prochaine rencontre, tu essaies de te rattraper. Alors, la question, Amadou, voilà, en matière de lucidité, peuvent-ils être grands? Peuvent-ils être grands? Non, la Suisse, c'est pas une grande nation. Vous enterrez la Suisse, là, c'est une nation constante. Je prends l'exemple, je dis, c'est comme la Guinée, le Mali. Tu vois, le Mali et la Guinée jouent une CAN, c'est comme s'ils sont venus remporter au finish. Tu vois le Sénégal en finale, tu vois la Côte d'Ivoire, tu vois. Mais quand tu vois une équipe camerounaise à un certain moment jouer une CAN, mais ça ne joue pas au beau football. Les Brésiliens d'Afrique, c'est les Maliens, c'est les Guinéens, ça joue. Mais au finish, tu vois les équipes qui jouent box-to-box, Cameroun, Ghana. Vous avez vu, ce sont des nations qui sont matures. Déjà, le football, ça dépend de l'ADN de la nation, de cette nation. Vous avez vu l'équipe de France, quelles qu'en soient les faiblesses de l'équipe de France, ils sont tout le temps en l'Euro. Ils jouent la Coupe du Monde. S'ils ne sont pas finalistes, ils remportent la Coupe du Monde. Depuis à l'époque, on parlait à la génération de Michel Platini. Donc, la Suisse n'est pas une très grande nation de football. Mais là aussi, c'est compliqué. Hein, quand on prend la génération de Michel Platini, ils n'ont jamais soulevé une Coupe du Monde. Hein. On peut le dire là. La génération Zidane a soulevé une Coupe du Monde en 98. Entre parenthèses, rapidement, allez-y. Il ne faudrait pas enterrer la Suisse de sitôt, je dirais, avec les portes ouvertes, comme il a dit, pour les binationaux. Parce qu'ils ont compris que le football, il se développe, donc le monde est ouvert. Ils ont ouvert les portes aux binationaux. Donc ils arrivent, ils ont l'intelligence de coopter certains joueurs qui vont faire leur affaire. Et surtout naturaliser. Exactement. Surtout dans naturaliser. Les postes dans lesquels ils ne sont pas bons, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc moi, je ne les enterrerai pas. On ne va pas enterrer la Suisse ni le Portugal, mais on va s'arrêter là pour la Suisse et bien sûr l'Angleterre. Dans quelques secondes, on va parler cette fois-ci des demi-finales de l'Euro 2024, juste après ça. On commence à y voir plus clair pour le dernier carré de l'Euro 2024 en Allemagne. Ce vendredi, le premier quart de finale, un énorme choc entre l'Espagne et l'Allemagne a livré son verdict. La OA, qui a longtemps mené 1-0 dans le temps réglementaire, a dû attendre la prolongation pour s'imposer 2-1 et se qualifier pour les demi-finales. Le pays hôte est éliminé. Le deuxième quart de finale opposait l'équipe de France au Portugal de Cristiano Ronaldo. Ce sont les Bleus qui rejoignent la OA en demi-finale. Match programmé le mardi 9 juillet à 21h. Les joueurs de Didier Deschamps s'en sont sortis du moins au tir au but. On va parler d'abord de ce groupe, l'Espagne et la France. On va commencer par vous, Jean. L'Espagne et la France, je posais la question, qui peut arrêter l'Espagne? Peut-être la question, qui peut arrêter la France? Oui. En fait, quelle partie de tableau, quelle demi-finale? C'est-à-dire, et la France et l'Espagne n'ont pas été du tout lotis en termes d'adversaires. C'est-à-dire, ce n'est pas comme de l'autre côté où on peut affronter la Suisse, on peut affronter la Turquie. Non, eux, ils ont d'abord, l'Espagne a dégoté le pays hôte, l'Allemagne, et de l'autre côté, la France a battu le Portugal, qui faisait partie des favoris. Mais c'est un match indécis, une confrontation d'idées et de philosophie entre deux équipes, l'une qui a prouvé par le jeu qu'elle était l'une des meilleures équipes de cette compétition, et de l'autre qui a montré de par son efficacité, de par son pragmatisme, qu'elle était capable d'aller au bout de cette compétition. C'est du 55-45 en faveur de l'Espagne. Mais il faudra être efficace pour l'Espagne, parce que c'est vrai que la France va aborder la rencontre en forme d'outsider.
pas en termes de favoris, pas en forme de favoris. Et de l'autre côté, les Espagnols vont avoir le ballon. Il faudra être efficace quand on a le ballon. Et bien évidemment, savoir bien gérer les côtés parce que jusque-là, les Français n'ont pas été efficaces. Mais ça peut arriver. Et tout ce que les Espagnols peuvent espérer, c'est que ça n'arrive pas pendant cette demi-finale. Mais ça va être très difficile. Je veux dire, la France est quand même vice-champion du monde. On a vu un Mbappé exceptionnel avec un triplé magnifique. Est-ce qu'on peut retrouver Mbappé dans ce match? Bon, le malheur qu'on a eu d'abord avec la France, le malheur que la France a eu, c'est d'avoir un Mbappé handicapé lors de cet Euro. Premier match, nez cassé, tout ce qui s'ensuit. Il n'est plus le même Mbappé qu'on a connu. Il n'est pas à 100%. Deuxième chose, deux idées s'affrontent lors de cette rencontre. On a une équipe compacte qui joue contre une équipe clinquante, finesse, beau football, tranquille, tout est beau, tout est calculé au millimètre près. La France, elle est là, costaud comme on l'a dit. Le match va se jouer sur un tout petit détail. Comme je le dis toujours, les deux équipes, malheur, comme je l'ai dit, malheur à la première équipe qui va encaisser. Parce que le football, il va se jouer là, lors de cette demi-finale, entre ces deux philosophies de jeu. L'équipe compacte contre l'équipe joueuse. L'Espagne a toujours produit du jeu, qu'on le veuille ou pas. Mais je pense qu'un tout petit peu penchant vers l'Aurora. Amadou, attention à Williams, attention à Yamal, attention à Olmo. Ils sont magnifiques, très difficiles d'arrêter. Morata, qui ne met pas beaucoup de buts, mais qui met la pression sur la défense, qui empêche la défense adverse de jouer. Est-ce que ça va être un petit, c'est pas être facile d'arrêter cette équipe d'Espagne? Bon, pour moi, peut-être la France va faire les mêmes parcours qu'ils ont déjà effectué en 1984 avec la génération de Platine. Ils ont remporté. C'est loin, Amadou. Ouais, ils ont remporté le championnat d'Europe des Nations. Oui, exactement. On n'avait pas la télé à Guinée. Hein. Voilà. C'est ça. Voilà, ils ont remporté l'Espagne. Vous savez, cette formation française arrivée à un certain niveau de la compétition. Bon, c'est pas facile hein, de les arrêter parce que là, ils vont miser sur le plan tactique, là où j'ai beaucoup peur pour l'Espagne. L'Espagne, c'est une très bonne équipe, c'est une équipe jeu, c'est une équipe qui est capable de marquer, c'est une jeune équipe qui a la fougue, qui a la folie, voilà, qui n'a pas envie de s'arrêter à ce niveau de la compétition, une équipe qui a envie de confirmer qu'elle a des potentialités individuelles. Mais quant à l'équipe de France, éliminer la France en demi-finale, ça va être très compliqué parce qu'ils ont des joueurs qui sont matures, qui savent gérer à ce niveau de la compétition et surtout l'entraîneur. L'entraîneur qui a déjà joué la finale de la Coupe du Monde, voilà, qui maîtrise très bien. Moi, je me dis les petits secrets, comment jouer les finales, comment jouer les demi-finales. Est-ce que la France ne va pas tirer les leçons de la Coupe du Monde passée qu'ils ont perdu en finale avec Kolo Muani? Là, on a même vu dans cette compétition encore, il a commencé à répéter les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. Voilà, les 1 contre, il passe à côté. Moi, j'en suis sûr que peut-être la seule différence, c'est au niveau des entraîneurs. C'est les entraîneurs qui vont jouer. L'entraîneur qui va passer à côté, l'autre va profiter pour créer la différence. Mais il n'y aura pas de score fleuve. Peut-être c'est des prolongations. Et pourquoi pas des séances de tirs au but. Mais quand ils jouent face à l'Espagne au niveau des prolongations, il faut faire très attention parce qu'ils ont des garçons qui sont très techniques pour ne pas chercher un penalty et créer la différence. À ce niveau, c'est à la France de gérer sa défense sur le plan technique parce que quand tu as affaire avec une équipe technique, ils vont chercher des coups de pied arrêtés, ils vont chercher des penalties, ils vont jouer sans calcul. L'équipe de France a un sérieux adversaire, mais selon moi, la France va passer sur le plan quotidien. On a des joueurs qui connaissent très bien l'Espagne. On a Dembélé, Griezmann, Giroud aussi, qui a un peu joué avec la France contre l'Espagne. Est-ce que ça peut être... Oui, on a aussi Fabien Ruiz qui connaît bien la France. Oui. Donc on se connaît, c'est entre voisins. Donc il y a des joueurs, beaucoup de Français en Espagne. Il y a quelques Espagnols en France aussi. Donc il y a une sorte d'échange. Mais quoi qu'il en soit, ce sera une confrontation de philosophie. Et malheur à celui qui va se tromper dans sa stratégie. Et ça va marcher comme ça. Alors ça va se jouer sur quoi? Sur des détails, sur l'efficacité offensive de l'Espagne. En fait, moi j'imagine un match où l'Espagne aura le ballon à plus de 60% en termes de possession. Maintenant, au fur et à mesure que le match va avancer, si elle ne marque pas, la confiance peut revenir du côté des Français et une seule contre-attaque ou deux peut peut-être faire l'affaire, mais ça va se prolonger, ça va jouer sur les nerfs, sur la capacité à gérer la pression.
Et encore une fois, les Espagnols, moi je les vois passer. Et pour la simple et unique raison, il y a une sorte d'insouciance au niveau de l'attaque. C'est des jeunes qui ne se posent pas beaucoup de questions. Et les latéraux de la France, c'est vrai que la défense globalement elle est efficace, mais c'est la charnière centrale pour moi et le gardien qui maintient les choses. Et sur les ailes, il y a de la place, surtout avec entre Koundé et le jeune Williams. Ça peut passer. Ça va se jouer sur quoi pour vous, Julie? Non, comme je l'ai dit, ça va se jouer sur les détails. L'Espagne, d'abord, l'Espagne, on dira son propre adversaire, c'est l'Espagne même, parce que là, on rencontre un gros morceau. Oui, encore un gros morceau, mais en dessus, encore, un cran encore en dessus de l'Allemagne, parce que la France, ces dernières années, a toujours battu l'Allemagne, malgré que l'Allemagne les a battus tout récemment. Donc, la France ne sera pas facile à manœuvrer. Et comme tu l'as dit, comme tu l'as si bien dit, au fur et à mesure que la rencontre va avancer, les Espagnols, j'en suis sûr, ils ne sont pas habitués à ce genre de rencontre. Ils vont rencontrer des soucis parce que s'ils n'arrivent pas à marquer, ils vont se bloquer eux-mêmes. Oui. Et si la France marque, c'est fini. Mais le contre-exemple, c'est face à l'Allemagne. Ils ont su gérer. Mais l'Allemagne, la France n'est pas l'Allemagne. Alors, dans l'autre partie de tableau, l'Angleterre, passée par un trou de souris contre la Slovaquie, a refait le coup face à la Suisse. Victoire au tir au but, un but partout dans le match, 5 buts à 3 au tir au but. Une équipe qui ressemble un peu à l'équipe de France par bien des aspects. Les Anglais affronteront en demi-finale le mercredi 10 juillet à 21h les Pays-Bas, tombeurs de la Turquie dans le seul quart de finale qui n'est pas allé en prolongation. On ne parle pas beaucoup des Pays-Bas, mais quand même c'est une équipe aussi qui peut faire très très mal. Jean. Oui, ça progresse petit à petit. Au début de la compétition, ils ont toujours eu une bonne effectif, Hollande. On avait peur pour eux au début de la compétition parce qu'ils ont perdu le métronome du milieu de terrain, Frankie de Jong. Mais l'entraîneur a su remodeler tout cela, réorganiser le milieu de terrain et ça fonctionne très bien. Il faut rappeler qu'il est pratiquement là depuis 5 ans. Il était là avant d'aller au Barça et il a quitté le Barça, il est revenu reprendre l'équipe Ronald Koeman. Donc c'est une équipe qu'il connaît très bien et les générations se renouvellent très facilement aux Pays-Bas parce que les centres de formation fournissent à l'équipe nationale, PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, etc., etc. La formation est très bonne et ils sont bien lotis aussi avec l'arrivée de Xavi Simons qui a fait une excellente saison en Allemagne et Weghorst qu'on se souvient à la Coupe du Monde qui est toujours là. Donc c'est une équipe homogène. La défense est très solide, le milieu de terrain on a remodelé avec l'absence de Frankie de Jong et l'attaque est menée par Depay qui ne marque pas mais qui pèse beaucoup sur la défense. Donc on ne les attend pas, c'est des outsiders, tout ce qui peut les arriver à partir des demi-finales, ce n'est que du bonus et ils n'ont rien à gagner, rien à perdre autant pour moi, ils ont tout à gagner face à l'Angleterre et éventuellement dans une finale face à la France ou à l'Espagne, ils ont joué le rôle d'outsider. S'ils gagnent, tant mieux. S'ils ne gagnent pas, ils auront fait un excellent parcours. Amadou, vous aimez bien la Hollande? Oui, bien sûr. Hein, la Hollande, c'est une équipe joueuse. C'est une équipe qui nous a tout le temps donné du spectacle, que ce soit en Coupe du Monde, que ce soit en Euro. Mais au finish, peut-être les dieux du football ne sont pas avec cette nation parce que rien ne manque à la formation hollandaise. Beau football tactique avec des joueurs. À un certain moment, les Robins, les Ariel Robin, si je ne me trompe pas, les Van Persie. Voilà, un peu derrière, on a les Kluivert. Les Van Bommel. Un peu plus derrière, on a Kluivert, on a aussi Davis, on a Seedorf, des joueurs exceptionnels. Tout cela avec un seul héros. Johan Cruyff est en Vous savez, historiquement, c'est un peu compliqué parce qu'à un certain moment... Et Van Basten, je crois. Van Basten également. C'est un peu compliqué pour la Hollande parce qu'à un certain moment, c'était l'école de football Ajax Amsterdam qui produisait des bons joueurs. Après ça, ils ont fait des partenariats avec le Barça. Ils ont transféré l'école d'Ajax avec les Johan Cruyff. On les a tous transportés au Barça. Parce que si vous remarquez à un certain moment au Barça, les meilleurs joueurs hollandais, ils ont tous quand même passé dans cette formation. Ils ont transité par ça. On ne sait pas pourquoi. Au niveau du départ, quand même, ils ont raté pas mal de choses. Mais actuellement, on attend de voir qu'est-ce que ça va donner. Peut-être ils vont nous surprendre avec l'Angleterre. Chose qui ne va pas être aisée avec une génération de Bellingham. Ce garçon qui nous a quand même émerveillé, j'en suis sûr, Bellingham a quelque chose maintenant dans la tête. C'est un garçon qui vise maintenant les trophées individuels. Il n'affiche pas, il ne s'affiche pas, il ne déclare pas officiellement qu'il a envie d'avoir les trophées individuels. Mais à l'allure où vont les choses, c'est un garçon qui a envie d'être leader,
sans parler. Il est venu inaperçu au Real de Madrid. Il s'est imposé petit à petit. Il est resté au service des autres. Mais au fur et à mesure qu'il progressait, on sent ce garçon maintenant, il a haute ambition. Donc, éliminer Bellingham à ce niveau de la compétition, ça peut être compliqué. Et puis les Pays-Bas, ils sont là, ils progressent en dents de scie, ils sont inaperçus. Est-ce qu'ils n'ont pas tiré les leçons, peut-être comme l'Angleterre? La question reste fondamentale. Mais ce qui reste clair quand même, les deux formations vont nous régaler, peut-être au tir au but. Vous voyez les Pays-Bas en finale? Bon, tout est possible. Hein. Je crois, comme tu l'as dit, s'ils arrivent à vaincre ce signe indien, parce que là, il y a un plafond de verre qui n'arrive toujours pas à briser. On peut tout dire sur les Pays-Bas, mais ils ont toujours produit d'excellents joueurs. Ils ont toujours été une école de référence en matière de football et de tout ce qui s'ensuit. Avec tous les joueurs que l'équipe peut regorger actuellement, une jeunesse également, parce que les Pays-Bas n'ont rien à perdre. Contrairement à l'Angleterre, il y a une pression totale côté anglais par rapport au côté Pays-Bas. Ils n'ont rien à perdre. Ils sont là où peut-être personne ne les attendait. Est-ce que cette fois-ci ne serait pas la bonne? Je croise les doigts en espérant que ça soit la bonne pour eux. Parce que franchement, la Hollande le mérite, quoi. Il le mérite comme tous les autres voisins. Mérite, franchement. Alors, on va maintenant parler de Bellingham. On va rester avec vous. Est-ce que ce n'est pas le match du Ballon d'Or, hein, ce match-là contre les Pays-Bas? Et pourquoi pas atteindre la finale? Parce qu'après, soulever l'Hérault et la Ligue des Champions, deuxième meilleur buteur du Real Madrid, derrière, ça va pas être compliqué pour lui hein, d'être sacré Ballon d'Or 2025. Non, 2024, ça ne serait pas une surprise. Comme on l'a dit, Bellingham, on a vu depuis qu'il a quitté Dortmund, il a pris d'abord le Real sur ses épaules en début de championnat, où les attaquants ne marquaient pas. Il a pris toute l'équipe du Real, il a assumé ses responsabilités. Il est là. Il fait son petit bonhomme de chemin, comme tu l'as dit. Il se cache, peut-être, il ne le dit pas haut, mais au fond, il sait qu'il va titiller les autres joueurs. Il prend l'exemple sur les Ronaldo, sur les Messi en termes individuels, pour garnir son armoire. Il le mérite ce Ballon d'Or pour vous? S'il arrive à gagner l'Euro, oui. S'il arrive à gagner l'Euro, je ne vois pas... Est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas plus proche du Ballon d'Or que Vinicius Junior? S'il arrive à gagner l'Euro, il sera plus proche que Vinicius. Parce que Vinicius, malheur pour lui, ils ont perdu contre l'Uruguay. Je pense que c'est ça. Oui. Oui. Le duel va se jouer entre lui et Mbappé. Hein. Oui. Peut-être le duel va se jouer entre lui et Mbappé. Non, je ne crois pas Mbappé. Je ne vois pas Mbappé Mbappé, il a changé de club, il n'a pas porté. Je ne vois pas Mbappé, mais tout est possible. Ouais. Mais Bellingham a toutes les cartes en main. Il a toutes les chances de son côté. Il a une chance de soulever ce Ballon d'Or avec Bellingham. Bellingham, oui, il a une chance, je crois qu'il a une chance, mais quoi qu'il en soit, moi, s'il prenait le Ballon d'Or, ce serait la plus grosse surprise du Ballon d'Or de l'ère moderne, en fait. Pourquoi? C'est la première fois qu'il figurerait dans le top 5 du Ballon d'Or, et c'est la première fois qu'il prendrait le Ballon d'Or. Et tous les autres ballons d'or qui sont arrivés avant lui sont des gens qui sont dans le top 10, ensuite top 5, ensuite ils viennent prendre le ballon d'or. Mais lui, ça serait... mais si sa performance est énorme, il le mérite, hein, et pas parce qu'il n'a pas figuré dans la liste du ballon d'or précédemment qu'il ne peut pas être ballon d'or. Pourquoi c'est une surprise? Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que Bellingham c'est le meilleur 6 du monde. Tu ne peux pas dire que c'est le meilleur 8. Tu ne peux pas dire que c'est le meilleur 10. Donc, il n'est pas le meilleur joueur à son poste. Pour vous, qui est le meilleur joueur à son poste que... Il y a tellement de milieux de terrain meilleurs que lui qu'on ne peut pas... Cette saison. Même au Real de Madrid, il y a des meilleurs milieux de terrain que lui. Absolument, absolument. Même au Real de Madrid, il y a des meilleurs milieux de terrain. Mais attention, attention, à ce niveau... Si tu ne peux pas être le meilleur joueur du monde à ton poste, je ne vois pas pourquoi tu devrais être le ballon d'or. Mais attends, il peut être ballon d'or, certes. Mais ce serait le ballon d'or. Attends, je dis que... Allez-y, on a que 2 minutes, allez-y. Aujourd'hui en Europe, après Harry Kane, c'est Serhou Guirassy qui est meilleur à son poste, mais est-ce que tu peux parler à Serhou Guirassy pour remporter le ballon d'or européen? Non, c'est sur le plan... Vous savez, le plan collectif aussi, ça compte. Ça, pourquoi tu le prends? On va laisser aller, on va laisser aller. Non, on va laisser aller, s'il vous plaît. On va laisser aller. Pourquoi je ne peux pas lui prendre actuellement? Il est le meilleur buteur africain des 5 meilleurs championnats. Après Harry Kane, c'est lui. Quand on parle d'individualité, en Europe, c'est Harry Kane et Serhou Guirassy que tu vas placer. Ça, c'est à part. Mais quand tu vois d'abord sur le plan collectif, Bellingham, il est en avance. Et deuxièmement, tu fais le bilan comptable des matchs là où le Real de Madrid quand même ont pu réussir.
les buts marqués décisifs, il a été un acteur principal. Là, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. On a vu à un certain moment... On va laisser aller, on va laisser aller, s'il vous plaît. Vinicius, bon, écoute, quand pour remporter on va laisser aller, Jean. C'est devenu un vrai perturbateur, pour remporter un ballon d'or, c'est pas seulement le club. On a parlé de l'équipe nationale. Aujourd'hui, c'est le bémol où on parle de débat entre Serhou Guirassy et les autres, c'est au niveau de l'équipe nationale. Tu prends Vinicius au niveau de l'équipe nationale, en copain, où il est parti, il n'a pas progressé pour le moment. Et puis, quand tu prends Bellingham en équipe nationale, tu regardes le niveau là où il est, quand il remporte l'Euro, mais je pense qu'il est bien parti. Avant de distribuer les cartons rapidement, vous avez 1 minute. Bellingham, en termes d'efficacité, en termes d'impact de jeu, leader. que ce soit en club, que ce soit en équipe nationale, il n'y a pas match avec Vinicius. Ça, c'est moi. Selon moi, je le dis bien selon moi. Donc, s'il arrive à remporter l'Euro, il a toutes les cartes, il a toute la chance pour prendre le ballon d'or. Ça, il n'y a pas match, quoi. On va s'arrêter là. On va continuer dans l'émission World Sport le jeudi. Mais avant, on va distribuer les cartons. On va commencer par vous, Amadou. Bon, cette fois-ci, moi, je donne carton vert. J'ai 2 cartons. Carton vert. Allez-y. Voilà, au gardien guinéen qui vient de signer en 2e division en France. Et maintenant, il est quand même proche un peu où on peut le voir parce que la Coupe de France, tout ça, on va voir ses performances et ses statistiques. C'est extrêmement important, mais cette fois-ci, moi, je donne carton rouge à la Fédération guinéenne de Comme football, d'habitude. qui a beaucoup tergiversé pour nous enlever Kaba Diawara parce que nous, on a besoin de se qualifier. On veut franchement partir au Maroc. Mais avec Kaba Diawara, j'ai des doutes. Et bientôt encore les Jeux Olympiques, ils ont lésé l'entraîneur qui devrait partir représenter la Guinée. Mais je le souhaite bonne chance. J'attire l'attention à Monsieur le Président de la Fédération guinéenne de football pour que le signe national avance. Je pense bien que c'est le bon moment d'enlever Kaba Diawara et trouver un entraîneur si on a des ambitions. Djoulé, votre carton. Carton vert pour l'équipe des Pays-Bas. 2 institutions. La Ligue guinéenne de football et la Fédération guinéenne de football, parce que je me demande jusque-là pourquoi on garde Kaba Diawara à la tête de notre équipe nationale. Pourquoi Eric Schell a fait les frais en étant plus meilleur que Kaba Diawara. Pourquoi on garde Kaba Diawara? Kaba Diawara se permet de nous donner une liste dont je ne sais, il sort des joueurs. Où? Pour quelle raison? Pourquoi on voit, personnellement, pourquoi je verrais le nom de Naby Keita pour aller représenter la Guinée aux Jeux Olympiques, alors qu'il y a encore de la crème ici? Pourquoi? Pour quelle raison? Carton rouge à la Fédération, carton rouge à la Ligue. Allez-y, votre carton, rapidement. Je viens en paix. Carton vert pour Luis de la Fuente, l'entraîneur de la Roja qui a su reprendre le travail de Luis Enrique. Demi-finale, j'espère qu'il pourra faire les bons choix demain pour aller en finale. Moi, je donne un carton vert à la régie, à la technique, à mes cadreurs. Carton vert aussi, bien sûr, à la rédaction sportive qui m'a aidé à émission. On se retrouve le jeudi dans l'émission de World Sport avec Amadou Mazor Diallo.